Bonjour Esteban, ça va être ton premier derby à Nantes avec Rennes. Est-ce que c'est un match qui te parle? Est-ce que cette rivalité te parle? Oui, c'est une rivalité qui me parle. Je sais que c'est un match qui est très attendu ici. Je connais cette notion de derby puisque j'ai été formé à Lyon et qu'il y a le grand derby avec Saint-Étienne. Donc c'est une notion que je connais. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur les supporters et le peuple rennais. Donc on va aborder ce match de la meilleure des manières et surtout, en plus de ça, essayer d'enchaîner, ce qui nous permettrait d'être sur une bonne dynamique avant le match de Lens la semaine prochaine. Tu as déjà marqué à la Beaujoire? Non, non, mais j'ai un match et une victoire à la Beaujoire. Donc j'espère qu'on pourra réitérer ça dimanche. Et invaincu à la Beaujoire, c'est ça que tu nous Ouais. dis? Est-ce que vous avez évoqué dans le vestiaire avec Valentin et puis Quentin leur retour là-bas et l'accueil qu'ils vont avoir, la façon de gérer ça, comment vous avez parlé de ça entre vous? Non, non, il n'y a rien qui a été évoqué particulièrement. Je pense que c'est des garçons qui savent peut-être que ça va être un retour un peu hostile pour eux, mais en tout cas, ils ont pas d'a priori par rapport à ça. C'est des joueurs qui ont joué dans un club comme Marseille où la pression elle est très très forte. Donc je pense que c'est pas du tout quelque chose qui les inquiète de retourner à Nantes. Pour prolonger un peu ce débat autour de l'identité, tu vois les joueurs qui passent d'un club à un autre. Toi qui es footballeur, c'est vrai que souvent il y a peut-être une différence, on va dire, entre vous, la façon dont vous imaginez votre carrière, dont vous la gérez, et les supporters. Comment eux ils voient on va dire qu'ils comprennent pas en fait, parce que eux ils sont identifiés à un club. C'est vrai que c'est un débat un peu complexe, mais comment tu le vois toi? Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie totalement du métier. On peut avoir une rivalité avec un club, mais par exemple dans des positions de classement qui sont inférieures et avoir une proposition d'un club qui est supérieur. Et donc le joueur s'y retrouve aussi forcément. Après, je sais que ça fait pas plaisir aux supporters et c'est quelque chose qui peut les heurter, mais faut voir aussi l'intérêt du joueur et je pense que le joueur doit aussi y trouver son compte dans tous les domaines. Donc voilà, moi je vois la chose comme ça. Après, il y a des choses à tolérer, d'autres moins. Voilà, pour moi, comme je dis, ça fait partie du métier. C'est un changement de club. Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Au contraire, ils assumeront pleinement le fait d'être Rennais dimanche en tout cas. Toute proportion gardée, ce qu'ils vont connaître eux samedi, c'est ce que tu as connu un peu en retournant à Angers, club que tu avais quitté quelques jours simplement auparavant. Tu n'avais pas peur pour autant. Non, 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 j'avais pas peur, même si je pense que leur retour à eux va être bien plus hostile que celui que j'ai eu à Angers, parce qu'on sait que la Beaujoire peut être hostile et va être hostile pour nous dimanche. Ça va être un match qui va être compliqué pour nous, mais en tout cas, on le prépare bien et on est prêt à aller à la guerre dimanche. Samedi, pardon. Comment vous ressortez encore de ce match à émotion voilà. Les deux matchs à domicile, bon, on était sevrés d'émotion l'année dernière, on peut dire que les supporters ont fait le plein. Comment vous en ressortez? Est-ce que c'est une bouffée un peu d'euphorie, d'oxygène? Oui, très bien. Pour ma part, première ici, donc vraiment des belles émotions, une magnifique ambiance dès le coup d'envoi et dès notre entrée sur le terrain. Un match qu'on avait à cœur de gagner, ça a été fait. Donc voilà, on est très content et on a vite basculé sur le match de dimanche de samedi, pardon, parce qu'il a une grande importance donc voilà, on était très très content de battre l'OL, mais il a fallu switcher rapidement. Ouais. Alors, le match il a connu des prolongements dans la semaine, puisque la direction de l'arbitrage a désavoué l'arbitre de la VAR. Vous auriez pu être à 10 au bout de 17 minutes simplement. Est-ce qu'il y a eu des consignes, des messages cette semaine? Parce que avec 4 expulsions en 4 matchs, c'est un truc assez inédit quand même. Ce qui s'est passé durant le match, nous, ça ne nous regarde pas en soi-même. S'ils estiment qu'il y a une erreur qui a été commise et si elle a été avouée par la Fédé, nous, on ne peut pas y faire grand-chose dans cette histoire. Le carton rouge n'a pas été sorti, donc nous, on a continué à jouer et au final, on a gagné ce match. Donc voilà, nous, ça n'a rien changé pour nous. C'est une décision qui a été prise, elle n'a pas été la meilleure sûrement. Donc voilà, nous, en tout cas, on a continué à jouer et puis voilà.
Pour prolonger la question, qu'est-ce que tu penses de l'engagement qui est mis par les joueurs du Stade depuis le début de saison, où finalement il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles vous vous mettez en situation potentiellement de prendre un carton rouge? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté et qui peut être corrigé? Non, mais c'est pas des choses qui sont volontaires. Enfin, c'est une agressivité qui est bonne dès le départ. C'est juste que c'est des gestes, par exemple, je pense au carton rouge d'Abdelhamid contre Marseille, où c'est quelque chose qui a un retardement, mais pour moi, c'est pas des gestes qui sont d'une grande violence. Le carton rouge de Madji à Lorient, c'est pas un geste non plus qui est d'une extrême violence. La faute de Christopher non plus. Donc voilà. Et pour moi, c'est pas des choses qui sont d'une grande violence non plus. Il n'y a pas de méchanceté dans tout ça. C'était hormis pour moi peut-être la faute d'Abdelhamid qui est vraiment en retard sur le contact, mais les deux cartons rouges de Lorient, pour moi, ils sont anecdotiques entre guillemets sur la faute en elle-même. Pour revenir au jeu et à la fameuse association Le Paul Mbolo, comment tu vois votre début de collaboration? On ne vous a pas encore senti très, très connecté contre Lyon. Je ne sais pas si c'est encore ton sentiment. Comment vous travaillez ça? Est-ce que cette semaine déjà, il y a des choses qui avancent? Bah, et faut savoir qu'on a eu 24 heures pour se préparer. Donc pour créer une connexion en 24 heures, on sait que c'est pas évident. Le match, il est arrivé tout de suite. Donc des connexions, ça prend du temps. Ça prend du temps à être mis en place. Faut apprendre à se connaître. Donc moi, j'ai pas peur pour ça. En tout cas, on est associé à l'entraînement. On travaille par paire. Les paires, elles changent. On peut être amené à travailler avec Mbolo et Kader Maïté, je peux être avec Kader peut être avec Brel et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, il y a du changement. On essaye de travailler du mieux possible pour trouver les meilleures affinités le plus rapidement possible parce qu'on va en avoir besoin. Nantes est l'équipe qui concède le moins d'occasions en Europe après le Milan AC. C'est une équipe bien organisée. On vous a vu un peu en difficulté, notamment à Angers, face à des blocs parfois qui défendent bien. Ça va être quoi la clé justement pour réussir à forcer un petit peu ce verrou nantais? Bah, c'est une équipe qu'on va travailler. On va prendre notre temps, pas du tout se précipiter. Et on a travaillé cette semaine sur ce qu'il fallait faire contre eux et pour pouvoir utiliser leurs points faibles et nous utiliser nos points forts. Donc voilà, c'est des choses qu'on a encore travaillé ce matin. Ça s'est très très bien mis en place. Donc je pense qu'on sera prêt samedi en tout cas. Comment tu vois la concurrence devant aussi? Parce qu'on a parlé de ton association avec Brel, on a vu Kader quand même faire une entrée assez déterminante. Ça te plaît d'être dans cette grosse concurrence? Vous vous tirez vers le haut? Comment vous le vivez tous les trois, même potentiellement? Ouais, quand il y a des objectifs élevés comme ceux qu'on a cette année, on est obligé d'avoir une grosse concurrence. Et l'essentiel, c'est que cette concurrence, elle soit saine, et elle l'est en tout cas. Brel est un joueur d'expérience. Moi, je suis un joueur qui a fait ma première saison l'année dernière, qui doit avoir une confirmation cette année. Kader est un jeune qui a commencé à évoluer l'année dernière et qui continue de travailler pour atteindre son meilleur niveau et prendre de l'expérience aussi. Donc voilà, on a trois profils en termes de mentalité qui sont différentes, au niveau d'expérience qui sont très différents. Et en tout cas, c'est des profils qui sont complémentaires. Et voilà, on va travailler tous les trois du mieux possible la semaine pour que le coach se gratte la tête lorsqu'il met son 11. Et c'est comme ça que je vois la chose vraiment. Mais si on a des objectifs élevés, forcément, il y aura une bonne concurrence. Et non, j'ai pas peur pour ça. Je pense que ça nous permet de se tirer vers le haut mutuellement. Et ça fait pas de nous, des adversaires, mais vraiment des vrais collègues de travail. Ouais. Bonjour Habib, donc le point sur le groupe avec une mauvaise nouvelle sur Sédou ce matin. Mauvaise nouvelle, il a pris un petit choc à l'entraînement, donc c'est pour ça qu'il n'était pas sur la conférence de presse. Et puis on a Abdelhamid et Francky qui sont out déjà pour le match de samedi. Ça veut dire qu'Alidou n'est pas forfait encore pour le match de demain? Pas encore. Et Francky, c'est les adducteurs, c'est ça? Ouais. Comme Abdelhamid. Ce match de Lyon, revenons-y, il a eu plein de prolongements dans la semaine, mais sur le match en lui-même, comment tu analyses ça? C'est vrai qu'il y a ce fameux rouge à Rouault où l'arbitre a été désavoué, en tout cas la FFF a dit qu'il y aurait dû avoir rouge. Qu'est-ce que tu
en penses, qu'est-ce que tu penses globalement de la situation de ce match. Et mine de rien, est-ce que ça fait quand même pas beaucoup potentiellement de rouges que vous auriez pu recevoir cette saison Ouais, mais je spécule pas sur ce qui aurait pu se passer, non plus sur ce qui va arriver. Je sais juste une chose, c'est que ces situations, on les a vécues contre nous et je les ai validées sur ce qui s'était passé. J'ai toujours dit que je ne remettais pas en cause le choix des arbitres. Il y a eu une situation qui a été analysée et les décisions qui ont été prises, je n'ai pas à les remettre en question. Si vous me demandez mon avis, oui, s'il y avait eu rouge, ça n'aurait pas été un scandale. Mais la situation a été checkée différemment et je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Sur le scénario du match, je reviens sur ce match-là en considérant que c'était un match qui a amené à des momentum, que ces momentum parfois nous ont été favorables. Par contre, quand je revois la globalité du match et quand je revois les indices de domination que nous avons dans ce match, la notion de braquage est pour moi erronée. Et que quand je vois le nombre de frappes qu'on a sur ce match, le nombre de passes qu'on a dans la surface adverse, la domination qui est, à mon sens, totale et presque totale sur la deuxième mi-temps, m'amène à penser que cette victoire est méritée. Tu es toujours à la recherche d'un match abouti, j'allais dire du début à la fin de ton équipe? Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, on a battu une équipe qui avait pris 0 but, qui était invaincue depuis le début de saison. C'est le deuxième gros du championnat qu'on bat dans ce championnat et il n'y a pas de hasard. Chaque fois que j'ai perdu, je vous ai toujours dit il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de résultat par le hasard en football et j'estime que ces 3 buts, on les a marqués, et bel et bien marqués. Et on les a bien construits. Et donc, je pars du principe que cette victoire est méritée et je suis très content de la prestation de mon groupe sur cette rencontre-là, même si les momentum, encore une fois, doivent être mieux gérés. Mais on a dégagé beaucoup de force sur ce match-là, qui ont été des séquences où on a été très très fort. Et je trouve que la deuxième mi-temps, je reviens sur cette deuxième mi-temps, ils ont une situation qui est une situation où il peut y avoir 2-0 et donc je ramène ça à un momentum de match. Mais on a aussi un gardien qui est là pour faire ces arrêts-là. Mais la deuxième mi-temps, c'est une mi-temps clairement à sens unique. Et si aujourd'hui, je défie quiconque de se mettre devant l'écran et de regarder les indices de domination, quart d'heure par quart d'heure, on est à 75% sur le premier quart d'heure, 74% sur le deuxième quart d'heure. Et bien sûr, avec le rouge, on est à 94% d'indice de domination. Et quand je regarde le match et quand je vois les statistiques de ce match-là, je me dis que je suis très satisfait de ce que mon équipe a produit. On se parle sur le derby, Habib. Si on se parle sur le derby, forcément, comment est-ce que tu as parlé déjà avec Valentin et avec Quentin par rapport au contexte, forcément, ils vont attirer l'attention de tout le monde sur ce match. Les supporters nantais, forcément, les attendent un petit peu au virage. Comment on gère ça? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'estime qu'ils ont assez de maturité aujourd'hui et assez de distance par rapport à ce qu'ils ont vécu et je ne veux pas rajouter une charge émotionnelle par rapport à ce qu'ils vont vivre. Ils l'ont vécu contre l'OM qui était pour moi émotionnellement aussi fort parce qu'ils venaient de quitter ce club et j'avais juste eu une petite discussion avec eux mais je m'étais très vite rendu compte qu'ils étaient très focus sur ce qu'ils avaient à faire et j'estime qu'on est dans la même situation là. Si j'estime que demain j'ai des ressentis, je discuterai avec eux mais je pense que Valentin a assez de maturité. Quentin aussi est passé par un autre club. Il ne vient pas directement de Nantes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour ces deux garçons-là qui savent de toute façon qu'ils ne seront pas en terrain conquis. Mais quand ils sont arrivés au Roazhon Park pour leur premier match, ils ne l'étaient pas forcément non plus. Donc, ils se sont très, très bien comportés. Ils ont été équilibrés. Donc, je me dis qu'ils le seront samedi. Juste pour prolonger ça, il y a une question un peu plus globale dans le foot aujourd'hui moderne. Entre finalement la façon dont les joueurs gèrent leur carrière, avec des choses qui dépassent en fait ce que les supporters, l'engagement, on va dire romantique des supporters auprès d'identité d'un club. Voilà, il y a comme une espèce de décalage, de fracture. Et je voulais voir comment tu voyais ça toi en tant que professionnel. Non, mais c'est propre à chacun. J'en ai parlé. Les carrières à la Maldini, on n'en a plus beaucoup parce qu'aujourd'hui le football est rentré dans une telle logique économique mais concurrentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de clubs qui sont capables à un moment donné de changer un petit peu le destin des joueurs. Et on l'a vu, il y a des joueurs qu'on ne pensait pas voir arriver dans certains clubs. Il y a des joueurs qu'on ne pensait pas partir de certains clubs et pour autant c'est ce qui se passe. Donc cette logique identitaire, elle a une énorme représentation pour moi sur la globalité de votre carrière, à l'exemple de Maldini ou des joueurs qui ont été très longtemps dans des clubs. Mais elle a aussi une logique forte lorsque un joueur est 4-5 ans dans un club et qui décide à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, de changer. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pendant ces 4-5 ans, sinon on invaliderait en quelque sorte la carrière de beaucoup de joueurs. Je pars du principe, et on l'a vécu nous récemment, Steve Mandanda a quitté l'Olympique de Marseille, est venu dans une autre tunique, dans un stade
dont il a marqué de son empreinte et l'hommage a été exceptionnel. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas qu'un club dans votre vie. Si ça l'est, tant mieux. Mais je pars du principe qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bon, vous avez cette notion identitaire quand vous êtes dans le club. Si vous le représentez bien dans le timing dans lequel vous êtes, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il faut valoriser. Tout ce qui se passe après, on est dans un football aujourd'hui qui est hyper concurrentiel. Vous vous attachez parfois à des clubs et c'est les clubs qui vous demandent de partir. Dans ce même sens, on pourrait aussi considérer qu'il y a aussi par moments ce manque d'amour et de continuité de certains clubs qui estiment qu'ils vont chercher un meilleur joueur et qui décident de vous dire maintenant c'est liste des transferts. Donc ça me surprend pas et je pars du principe que c'est le football moderne qui est actuellement comme ça. Mais ça reste important pour les supporters, Habib. Est-ce que c'est un romantisme un peu un faux romantisme? Non, ils ont raison de l'avoir. Ils ont raison de l'avoir. On s'attache aujourd'hui aux joueurs en tant que supporters et ils ont raison de le faire. Ce que je veux dire, c'est que cet amour, en fait, la déception est à la hauteur de l'amour qu'ils leur donnent pendant qu'ils sont dans ces clubs-là et c'est tout à fait logique. Donc je ne remets pas en cause la déception ou même cette forme de nostalgie que peuvent avoir les supporters sur certains joueurs qu'ils voient partir dans d'autres clubs. Ça, je ne le remets pas du tout en question, je le comprends. Parce qu'il y a un tel amour et un tel attachement à ce moment-là que lorsque ces joueurs-là vont dans d'autres clubs ou partent, la déception est à la hauteur de l'amour qu'ils leur ont donné quand ils étaient dans ce club-là. Juste par rapport au match de Lyon encore, ce changement de système en deuxième mi-temps, il a forcément un peu grignoté les Lyonnais sur la globalité. Est-ce qu'il y a une interrogation sur ce système-là, sur le choix du système préférentiel? Il n'y a pas d'interrogation. Il y a une réflexion sur ce qu'on est capable de faire défensivement et offensivement et comment on peut avoir cette mutation offensive et défensive dans le même temps. Parce que on en discutera peut-être plus tard, mais encore une fois, c'est l'animation qui est importante pour moi. Et je ne sais pas qui a perçu un 4-4-2 sur la deuxième mi-temps. Tout le monde. Tout le monde. C'était pas un 4-4-2 avec le ballon. Donc c'est pour ça. Si aujourd'hui, et là vraiment c'est une discussion qui va être très claire et très simple. Si le football est une logique figée, alors on ne se comprend pas sur ce qu'est le football. Le football est un jeu de mouvement, de dynamisme, d'espace, de rythme. Et que forcément, si je vous dis tous ces mots-là, ça ne peut pas être une idée figée. Ça ne peut pas être une photo. Vous avez joué en espèce de 3-4-3 en deuxième mi-temps. Exactement, comme en première mi-temps. Mais par contre, le schéma défensif, effectivement, le replacement et on va dire les repères défensifs avec deux lignes de 4. Comme je vous l'ai dit après la conf, on avait un joueur de plus dans la largeur au milieu de terrain. Et ça, c'est vrai que c'est plus simple à animer sur le plan défensif quand tu as deux lignes de 4 pour les joueurs. C'est plus simple. Pour moi, le 4-4-2 est un système linéaire, très difficile à animer offensivement. Il est obligé de se déformer, donc il est obligé d'avoir des étagements pour que justement on puisse avoir des hauteurs différentes entre les joueurs. Et donc c'est ce qu'on tente de faire au quotidien pour que les joueurs comprennent ce mouvement perpétuel qu'il faut avoir entre la déformation offensive et déformation défensive. Le seul problème que vous avez dans ces instants-là, c'est que vous avez forcément un instant, c'est-à-dire à la perte, où ça prend un petit peu de temps. Et le but, c'est pour moi de le réduire, ce temps-là, pour que se reforme cet objectif défensif, mais c'est aussi lié à l'adversaire. C'est aussi lié à l'animation de l'adversaire. Moi, je voulais juste revenir sur Nantes et le cas Valentin-Quentin. Tu dis de ne pas avoir besoin de leur parler. Effectivement, ils sont matures, mais ça va être dur à imaginer quand même, toi qui viens de Strasbourg. Je ne sais pas quel est ton rapport avec ton club formateur, mais alors là, on parle pour eux de deux purs Nantais qui vont retrouver... C'est un club dont ils ont porté les couleurs extrêmement jeunes. Ils vont certainement se faire siffler tout le match. Ça doit être dur quand même à imaginer. J'imagine qu'on ne peut pas bien le vivre. Est-ce que c'est aussi une réflexion pour toi sur ces cas-là? Non, mais je pense qu'en fait, le contexte, ils le connaissent. Ils s'attendent à ce contexte-là. Je pars du principe qu'ils ont quand même, pour l'un, beaucoup d'expérience et ils ont vécu beaucoup de contextes pour savoir comment gérer les émotions dans ce contexte-là. Quentin est un joueur aujourd'hui qui a connu un très grand club à très haute pression et avec des responsabilités aussi en équipe de France où forcément vous êtes exposé à cette pression-là. La pression, elle est toujours différente. La pression, elle peut être du contexte dans lequel vous êtes, elle peut être du contexte environnant et là, ça sera le cas. Mais j'estime que ces garçons sont très stables émotionnellement pour justement ne pas être forcément mis en difficulté par d'éventuels sifflets ou une situation. Ce qui est pour moi le plus émotif pour un joueur qui revient dans son club formateur, c'est tout ce qu'il va vivre
pendant la semaine, c'est-à-dire les appels des proches, ah, tu reviens à la maison, on sera là. Tous ces éléments-là, pour moi, sont beaucoup plus, pas dérangeants, mais beaucoup plus prenants en termes d'énergie que d'être sifflé dans un stade. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Quand vous allez à l'extérieur, on ne va pas vous applaudir. Vous êtes sifflé. Moi, c'est plus ce contexte environnant lorsque vous rentrez à la maison et de dire bah, je serai là, il y a la maman, il y a le papa, il y a toute la famille, il y a peut-être un petit peu plus de monde que d'habitude. Ce contexte-là est pour moi un contexte plus déstabilisant. Contre Lyon, on a vu Mathis Silvestri sur le banc, donc on imagine que c'est ton numéro 2. Est-ce que tu peux nous détailler un peu la hiérarchie des gardiens et pourquoi ce choix de ne pas le mettre numéro 2? Non, la hiérarchie des gardiens elle est très simple. Elle a été définie par le club, par moi-même. On veut promouvoir aujourd'hui nos jeunes gardiens au club parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, parce qu'on estime que Mathis aussi, entre le moment de la préparation et maintenant, a énormément évolué et qu'il nous démontre chaque jour qu'il peut assumer ce rôle de numéro 2, tout simplement. Si ce n'était pas le cas, on ne l'aurait pas fait, on ne le fait pas parce que c'est un garçon de l'académie. Je vous ai toujours dit que les garçons de l'académie qui viendraient être appelés à jouer ou à être dans le groupe seraient des garçons qui seraient prêts justement à être dans le 11 de départ, dans le groupe. Et Mathis aujourd'hui nous montre au quotidien qu'il est capable d'être la doublure de Brice Samba. Le match, c'est un derby, c'est même le derby pour les Rennais, plus que Brest, plus que Guingamp, plus que quoi que ce soit d'autre. Mais ça sera un derby sans supporters. Rennais, quel est ton... Moi, c'est toujours dommageable. C'est dommageable et justement, ça doit nous donner un supplément d'âme pour honorer le fait qu'ils ne puissent pas participer à ce que j'estime, moi, être une fête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce football doit nous permettre de revivre des moments qui seraient un moment aussi, d'aller dans un stade avec une grosse adversité, mais une adversité qui n'est liée au spectacle, qui n'est liée qu'à la rivalité des deux clubs et pas plus, et qu'ils ne puissent pas participer à cette rivalité en étant dans cette logique de venir supporter une équipe. Pour moi, aujourd'hui, c'est gâcher ce que doit être le football. C'est-à-dire c'est gâcher le spectacle que doivent vivre tous les gens, les supporters nantais, mais également les supporters rennais dans un match comme celui-ci. Donc aujourd'hui, pour prendre aucun risque, on empêche le déplacement de divers supporters entre les matchs et ces matchs-là. Ça me chagrine, mais autant qu'un Paris Saint-Germain à Marseille ou un Marseille-Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que cette rivalité, elle existe, elle doit exister sur le terrain, pas plus loin que ce terrain-là. Et on doit permettre aux gens aussi de venir supporter leur club parce que ça leur apporte de la joie. Quand ce n'est pas le cas, à nous de faire en sorte que les supporters rennais puissent, devant la télé, prendre du plaisir à nous voir gagner ce derby. Nantes est la deuxième meilleure défense d'Europe en termes de XG concédé derrière Milan. C'est une équipe quand même assez solide. En plus, elle a joué des équipes plutôt pas mal, on va dire, depuis le début de saison. Comment forcer ce verrou? On sait que on a l'impression que vous avez parfois eu un petit peu du mal à vous procurer, on va dire, multitude de situations face à des équipes bien organisées jusqu'ici. Si on regarde la deuxième mi-temps de Lyon, ils ont été quand même assez bas. D'ailleurs, de l'aveu de Corentin Tolisso, il a dit qu'ils avaient décidé de défendre plus bas et de piquer en contre lorsqu'ils étaient à 11 contre 11 et pas à 10 contre 11. Et donc, on a malgré tout réussi à percer ce verrou-là, donc sur un coup de pied arrêté dans un premier temps. Mais ensuite, sur deux situations de jeu où on a été capable d'aller chercher ces demi-espaces et tous les espaces qu'il y avait dans ce bloc bas. Donc, ça veut dire qu'on progresse aussi dans ce type de situation. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un match avec une équipe de Nantes qui sera bloc bas. Je pense qu'ils ont des arguments pour venir nous chercher. Ils ont des arguments aussi pour nous pousser, nous, à défendre. Donc, il y aura peut-être aussi un petit peu d'espace dans ce match-là. Je ne vois pas un match où Nantes va défendre. Par contre, là où ils sont très solides, c'est que entre le moment où on les a joués en préparation et ce qu'ils font maintenant, ils ont énormément progressé dans leur ligne défensive, dans leur coordination d'équipe, de bloc équipe. C'est une équipe qui met énormément de fois l'adversaire hors jeu, et pas par une volonté de jouer leur jeu, par une vraie compacité de leur ligne. Et lorsque vous êtes compact justement entre vos lignes, vous avez une densité, vous êtes capable de récupérer des ballons et vous subissez en fait très peu de situations offensives. Et donc tous les matchs que j'ai analysés de la part des Nantais, c'est toujours un bloc très solide. Ils n'ont jamais perdu par plus d'un but d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faudra qu'on soit très patient, il faudra qu'on soit très précis justement dans ces 30 derniers mètres. On a touché beaucoup de ballons dans la surface adverse sur le match de Lyon. On a amené beaucoup de passes dans les 30 derniers mètres. Et je trouve qu'on a quand même eu, en tout cas dans cette deuxième mi-temps, des situations pour frapper, des situations pour mettre en difficulté cet adversaire. Et on a mis 3 buts. Donc à nous d'être aussi précis, à nous d'être aussi cliniques en quelque sorte aussi, parce que c'est ça un match de football. Et de profiter des peu de failles qu'ils nous laisseront dans ce match, parce qu'ils en auront peu, c'est sûr. Juste un petit mot sur Altamari. C'est vrai que le poste de piston droit, ou en tout cas excentré droit, est intéressant pour toi. Comment tu le vois, son évolution? On a toujours un peu la frustration de voir avoir du mal à terminer des actions qui démarrent très bien. Comment vous travaillez là-dessus?
on travaille sur la constance à l'entraînement. La réalité avec Moussa, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un joueur qui est très impactant dans notre équipe, mais aussi sur l'adversaire, mais qui doit gagner en constance. Et peut-être ce qui me manque depuis que Moussa est arrivé au club, c'est cette constance, c'est-à-dire cette capacité en fait à ce que moi je sois sûr qu'il soit en capacité week-end après week-end à me donner la même performance. Et il avait très très bien démarré la saison. Il y a eu un petit problème où il n'a pas pu être justement sur le match de Lorient. Et c'est vrai que la performance contre Angers, elle est un petit peu en dessous de ce qu'on attend. Et là où on doit gagner avec Moussa, c'est en régularité. Parce que lorsqu'il est au niveau auquel il a été sur la deuxième période contre Lyon, c'est un joueur qui est ultra menaçant par la profondeur, très très bon dans cette logique de 1 contre 1. Et quand il montre de la spontanéité, un peu comme le ballon qu'il donne à Kader, c'est un joueur qui peut nous apporter énormément. Et le joueur de déséquilibre ou de rupture, ou le créatif dont vous parliez, il n'a peut-être pas cet aspect créatif, mais par contre sur la profondeur et sur le déséquilibre qu'il nous apporte dans notre jeu, c'est très intéressant. Est-ce que, grâce à son entrée, Tony Truant, Kader s'est acheté une place de titulaire à Nantes, ou ça, tu fonctionnes différemment? Non, je ne fonctionne jamais comme ça. Je ne fonctionne jamais comme ça, ça ne vous donne aucune vérité. Je n'avais pas besoin que Kader marque un doublé pour savoir, en tout cas un but, puisqu'il a été donné à Descamps tout à fait logiquement, même si l'effort est conséquent de la part de Kader. Mais je n'attends pas à ce qu'un joueur ait des stats, c'est la régularité. Et de toute façon, Kader a démarré le match contre Marseille, il a démarré le match contre Lorient, et parce qu'il était performant. Et aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. On a un banc qui est fort, on a des joueurs qui démarrent qui sont forts. Ça peut être Kader. Les associations marcheront dans les deux sens puisqu'on le travaille aussi. On peut très bien associer un Kader et un Brel devant. On peut très bien associer un Kader et un Esteban. Donc on travaille sur ça, et ce qui est important pour nous, c'est qu'on soit le groupe le plus fort. Ce que j'ai noté aussi contre Lyon, c'est que c'est aussi nos impact players qui ont aussi changé le match. Et on a besoin de tout le monde pour faire une grosse saison. Le trio défensif, par contre, Lilian était sur le banc contre Lyon. Tu cherches toujours la meilleure formule, ou est-ce que ça change? Non, il y a parfois sur des matchs des choix stratégiques. J'ai estimé que Abdelhamid, avec la vitesse qu'il avait côté Fofana, était un joueur qui nous permettrait d'être peut-être moins en difficulté sur cette logique de vitesse et la profondeur qu'ils ont sur ce côté-là. Et donc il me fallait un profil justement côté droit qui aille très très vite. C'était le cas d'Abdelhamid. Abdelhamid avait été très très bon contre Marseille sur les 30 minutes avant son carton. Il a fait une très bonne préparation. C'est un joueur sur qui on compte. Et ce que j'ai dit à tous mes défenseurs centraux, puisque je les ai vus, c'est que cette année, on a une concurrence très 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 importante. Beaucoup plus que l'an passé. Où l'an passé, on avait l'impression en quelque sorte que les postes étaient déjà distribués et que personne n'était trop remis en question. Cette année, vous avez 6 défenseurs centraux de très haut niveau, à mon sens. Donc, sur un 4 défensive, si vous défendez comme ça, Rouault latéral droit, c'est tout à fait possible aussi. On peut avoir Lilian Brassier sur un temps latéral gauche, par exemple, dans une défense à 3, et Quentin Merlin qui pousse une position sans aucun problème. Oui, mais de l'autre côté, on peut avoir aussi ponctuellement en fait, un Anthony Rouault qui va défendre côté, mais ça peut être que pour moi l'espace d'un instant. Ça ne peut pas être sur 90 minutes de match dans une position d'arrière droit d'une défense à 4 classique. Ça sera forcément sur une logique un peu hybride. Je vous ai entendu dire le mot vous perturbe un peu, mais sur une logique un petit peu d'animation qui nous permette sur un temps de considérer que Anthony Rouault, sur les peut-être 15 secondes de l'attaque adverse, est un arrière droit et à un moment donné, il reprend sa position. J'ai entendu un entraîneur qui a tout gagné l'an passé dire que aujourd'hui, tout le monde jouait à des postes différents et qu'il avait des milieux de terrain qui jouaient arrière droit. Je ne dis pas que c'est la logique du football moderne, mais sur un temps, je ne pense pas que ça soit un problème vu la qualité de garçon. Le modèle hybride, c'est l'exemple parfait, c'est le PSG, effectivement. Ouais, mais eux, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême parce que leur maîtrise est extrême aujourd'hui. Mais maintenant, je pense que ça fait partie quand même de beaucoup de clubs aujourd'hui dans le football moderne. Juste sur la fin du match contre Lyon, tu n'étais pas rentré dans la polémique après les déclarations du staff lyonnais, mais effectivement, ils disent que tu avais fêté les buts devant leur surface, que tu avais été en quelque sorte un peu arrogant à leur égard. Toi, tu n'étais pas rentré dans la polémique, mais quelque part, est-ce que ce côté arrogant, tu le réfutes? Je pense que je vais être très clair là-dessus. J'invite toutes les personnes qui ont Ligue 1+, et moi, j'ai regardé justement, parce que peut-être que je me dis qu'à un moment donné, je me suis emporté. J'ai regardé les 3 buts. Le premier, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique et je pars de ma zone technique et je ne dépasse pas la médiane. Donc ça veut dire que je ne pars pas dans le camp des Lyonnais, je n'ai pas dépassé la médiane.
Et la troisième, je reste dans ma zone technique avec mon staff, je saute dans les bras de mon staff et je ne me tourne qu'à partir du moment où quelqu'un derrière moi, du staff lyonnais, vient m'invectiver. Et donc je dis juste une chose, c'est que je dis, on peut me faire passer pour le méchant garçon, mais je n'ai insulté personne, moi je l'ai été, donc ça c'est très clair, et des témoins étaient là pour le savoir. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est qu'un grand quotidien français, qui se doit de vérifier ses informations, utilise une image détournée de moi pour dire que j'ai manqué de respect au staff lyonnais. Aujourd'hui, fêter des buts fait partie de l'émotion d'un coach. À aucun moment, je n'ai été dans leur zone technique. Donc leurs propos sont mensongers puisqu'il a dit qu'il est venu fêter les 3 buts, tous les buts. Il avait marqué tous les buts. Il est venu fêter tous les buts de notre côté. J'invite tout le monde à regarder Ligue 1+. Et s'ils arrivent à ressortir des images où je suis dans la zone technique de Lyon, alors j'accepterai d'être vu comme quelqu'un d'arrogant et tout, mais ça ne m'empêchera pas de dormir, comme je l'ai dit, et je sortirai de cette polémique très rapidement. Habib, tu évoquais justement Paris et Luis Enrique. Il a dit tout le bien qu'il avait de voir le match depuis les tribunes, là, depuis 2 matchs. C'est une petite musique qu'on commence à entendre. Même des coachs suspendus disaient qu'ils voyaient le match différemment. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce que ça peut amener un truc? Est-ce que c'est quelque chose que... Non, je suis totalement convaincu par ça. Je pense qu'on arrivera dans le temps à voir justement ce qu'on vit peut-être dans d'autres sports où les coachs prennent de la hauteur parce qu'on se rend compte que notre impact est minime dans des stades où clairement on ne nous entend pas. Donc il y a la gestuelle, il y a tout ce que vous renvoyez à votre équipe en termes d'énergie. Le premier que j'ai vu faire ça, c'était Sam Allardyce en 2007 lorsque j'ai signé à Newcastle. Il faisait la première mi-temps dans la tribune et il descendait nous voir. En tout cas, il descendait sur la deuxième mi-temps. Et moi, j'ai un membre de mon staff qui est dans la tribune pendant tout le match et qui est en liaison directe avec mon adjoint. Donc, il est là-haut et justement, il est là-haut pour nous donner toutes ces informations que vous ne percevez pas quand c'est un peu un plan écrasé pour les coachs. On n'a pas de visibilité en fait de largeur et de couloir d'espace de jeu puisque le jeu est forcément écrasé. Et cette position dominante vous donne tous ces éléments-là. Donc, je pense qu'en fait, on serait beaucoup plus précis dans l'analyse. Pour l'avoir vécu pendant plus de 10 ans en tant que consultant, lorsque vous avez justement ce regard sur un match, voir la périphérie d'un terrain et surtout de pouvoir voir les 22 joueurs se mouvoir ensemble, c'est beaucoup plus écrasé dans la position qu'on peut avoir. Maintenant, c'est aujourd'hui ce qu'on vit, mais ce que vit Luis Enrique, je le comprends très très bien. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'empêche de passer le cap alors? Non, mais je pense que c'est juste une logique d'être capable de passer le cap. On se rassure en étant là, mais la réalité, c'est que je l'ai vécu l'année où nous sommes champions avec le Red Star. C'était Sébastien Bichard qui était en bas, moi en haut. Et je me rappelle très très bien, parce que je suis assez dynamique, d'avoir dit durant la causerie à mes joueurs, écoutez, je ne vais pas descendre, ni avant le match, ni à la mi-temps. Je ne viendrai qu'après le match. Tout ce qui se passera à partir du maintenant, c'est-à-dire l'hôtel, vous n'allez plus me voir. Parce que je ne voulais pas en fait être là et en fait dire je suis là, mais en fait je ne suis pas là, puisque la réalité c'est que j'étais suspendu. Et donc, à partir du moment où je les ai vus à la causerie à l'hôtel, je suis parti en tribune et je ne suis redescendu qu'à la fin du match. L'équipe avait gagné 2-0. Sébastien avait été très, très bon dans ce qu'il avait à faire. Et à partir du moment où les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, maintenant, si ça tourne mal, on va se dire que c'est parce que le coach était là-haut. Quand ça tourne bien, vous vous rendez compte que réellement, vous n'avez pas beaucoup d'impact en bas. Lorsque les joueurs sont lancés dans un match comme celui-ci, ils sont aussi les moteurs. Et je le dis, ce sont eux les moteurs du projet de jeu. Et vous avez un impact qui est significatif, ponctuel, mais il faut savoir peut-être se détacher de ça, et peut-être qu'en ce moment, Luis Enrique se détache un petit peu de ça. Quel est le rôle que tu envisages pour Hans Sattebourg? Un rôle plein comme n'importe quel autre joueur de l'effectif. À partir du moment où il avait émis le souhait de partir et qu'au 2 septembre, il était au club, je l'ai vu le 2 septembre, je lui ai dit tout repart à zéro, comme Glenn Kamara. Je lui ai dit maintenant à toi de te battre pour ton poste, à toi de te battre pour ta place. Et si tu es dans le même état d'esprit que tu as été jusqu'à maintenant, mais maintenant le mercato est terminé, on sait que tu es un joueur du Stade Rennais, en tout cas jusqu'au prochain mercato. Hans Sattebourg est un joueur qui postule à être titulaire dans mon groupe comme n'importe quel autre joueur. Il peut jouer autant central droit d'une défense à 3, autant arrière droit d'une défense à 4, ou piston d'une logique à 3 derrière, sans aucun problème. Il a toutes les qualités pour le faire. Oui, comme Kalimundo n'est plus là, est-ce que vous avez choisi un nouveau tireur de pénalty numéro 1 ? Oui, ça se dégage. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent me montrer à l'entraînement à travers des séances improvisées qu'ils sont prêts à le faire. Dès aujourd'hui, j'en ai vu en fin de séance qui m'ont montré. Donc, le plus important, c'est que le joueur se sente en confiance. Je ne suis pas celui qui désigne, celui qui tire les pénaltys. Je suis celui qui dit, celui qui se sent en confiance et à même de le tirer, il faut y aller. Parce qu'il n'y a que ceux
qui n'ont pas la confiance de les tirer, qui n'en ratent pas. Et je vais vous dire, mon plus grand regret de footballeur, j'ai joué 14 ans au football, en finale de Coupe de France contre Sochaux, je ne suis pas allé tirer, j'étais capitaine et je l'ai regretté toute ma vie. J'aurais peut-être raté, mais le fait qu'on n'ait pas gagné cette finale et qu'on ait raté un des pénaltys où j'aurais peut-être dû, moi, en tant que capitaine, y être, et j'ai toujours dit à mon fils, quand il a grandi, je lui ai dit, écoute, si un jour il y a un pénalty, prends-le, va tirer, assume. Donc, celui qui se sent et qui est en confiance n'aura aucun problème à être sur la liste. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mode qui consiste à reprendre de courts élans et à frapper C'est comme une panenka, il faut que ça aille au fond. Toutes les improvisations, en fait, elles ont un style que quand le ballon est au fond. On ne les remet pas en question. Xavier. Oui, lundi, il y a la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que toi, le défenseur, tu votes Hakimi, qui a fait une magnifique saison, ou est-ce que tu votes Yamal? Non, pour moi, en fait, je pense qu'ils ont fait une telle saison qu'on ne serait pas surpris si c'était un des joueurs du Paris Saint-Germain dont on parle, Hakimi Dembélé. Mais sincèrement, la saison d'Ousmane Dembélé, elle est ahurissante en termes de statistiques. Je trouve qu'il a incarné la violence collective de cette équipe, de par ses pressings, de par ce regard que vous avez. J'ai trouvé qu'il était un peu en chasse de tout casser, de montrer qu'il était irrésistible. Et puis pour l'académie, pour le club, pour les éducateurs, pour tous les bénévoles que nous avons au club, je trouve que ça serait un signe fantastique de voir un Ousmane Dembélé aujourd'hui qui a été formé ici, qui a été accompagné par une multitude de gens qui lui ont donné une partie d'eux-mêmes. Je trouve que ça serait une magnifique récompense pour toutes ces personnes qui ont partagé sa vie ou qui ont croisé son chemin. Donc, c'est pas moi en tant que club entité, mais voilà, c'est plus ce gros signe-là qui serait en plus mérité au vu de sa saison, tout simplement. Moi, aujourd'hui, si vous me demandez, je vous dis Ousmane Dembélé, mais je serais très content que ça soit Hakimi parce que c'est un défenseur et on donnerait aussi une récompense à des joueurs qui sont peut-être moins en lumière sur l'aspect offensif et de ce qu'a dégagé le PSG. Mais Ousmane Dembélé s'impose quand même comme une évidence.